Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la playlist numéro 8. La playlist, qu'est-ce que c'est? C'est votre émission hebdomadaire, quinzomadaire, où je reviens sur l'actualité séries et cinéma de la semaine passée ou des 2 semaines passées. J'en profite également pour vous faire une petite watchlist des choses qui sortent au cinéma ou en streaming. Partons tout de suite en fait avec ce que j'ai repéré en termes de news. Alors il n'y a pas beaucoup de news, mais il y a peut-être moyen que ça dure quand même un petit peu longtemps parce qu'il y a un sujet un peu polémique, du coup on va en parler. Mais bref, je vais commencer tout de suite avec la première news que j'ai découverte. C'est l'existence d'un autre spin-off de Game of Thrones. Alors vous savez, j'ai fait toute une vidéo entière sur le spin-off House of the Dragon, donc je vous le lien est dans la description ou par ici. Là il s'agit d'un autre spin-off qui s'appelle 10,000 Ships, donc 10 000 vaisseaux. On sait désormais qui va écrire, du moins le pilote de cette série. Il s'agit de Amanda Segel, qui a déjà travaillé sur Person of Interest, The Good Wife et Helstrom, une série Disney+, une série Hulu qui a pas eu beaucoup de succès, qui a été distribué sur Disney+ en France via l'onglet Star. Pas beaucoup de succès, et ça s'est arrêté au bout de la saison 1. Bref, il se trouve qu'elle a trouvé un nouveau projet, et un projet de taille, puisque c'est pour HBO. Ce projet, c'est un spin-off de Game of Thrones qui s'appelle donc 10 000 vaisseaux. Alors, c'est un titre de travail qui fait référence à la princesse Nymeria. Princesse Nymeria qui est une personnalité importante pas de la saga Game of Thrones que vous avez vu en série ou dans les bouquins, mais qui est un personnage intéressant puisque c'est une princesse déjà, devenue reine de la famille Martell. Il se trouve en fait qu'elle a mené son peuple en fuite depuis l'Essos en fait, donc elle fait partie d'un peuple qui s'appelle les Rhoynar, qui vivent en fait sur le fleuve Rhoyne, et suite à des guerres, je vous fais rapidement le tableau parce que j'y connais pas non plus énormément de choses, mais bref, elle a emmené une partie de son peuple en fuite, et il se trouve que sa fuite l'a amenée jusqu'à Dorne, qui est donc en Westeros, et elle s'est alliée à un seigneur Martell. Elle s'est non seulement alliée, mais elle s'est également mariée à lui, et est devenue une des figures hyper importantes de cette dynastie. Et donc c'est une reine guerrière, donc il est probable que tout son passif, son héritage soit assez intéressant pour en créer une série autour d'elle. On ne sait pas encore exactement quel sera le concept derrière cette série, si ils vont revenir sur la fuite entière de son peuple, ou jusqu'à juste son alliance chez les Martell, peut-être tout ça à la fois. C'est difficile de le savoir puisque pour l'instant HBO reste très secret à ce sujet. En tout cas, il s'agit d'un des projets chez Game of Thrones, chez HBO autour de Game of Thrones. Ça peut être assez intéressant, on va pas se mentir. Pour l'instant, on va rester très prudent, puisqu'il est tout à fait possible que ce projet soit tout à fait abandonné et très rapidement, comme ça a été le cas notamment du spin-off sur les premiers hommes dans Game of Thrones, une série qui était allée jusqu'à tourner son pilote avant d'être abandonnée. Donc passer ces étapes-là ne veut pas forcément dire qu'on va réussir à les voir à la télévision. Donc faut rester prudent avec Game of Thrones, sachant que HBO multiplie tous les projets. Donc restons prudents là-dessus. Deuxième news, alors je vous en ai parlé la semaine dernière. La semaine dernière, c'était encore à l'état de rumeur. C'est désormais fait. Amazon va racheter MGM pour le prix de 8,45 milliards de dollars. À savoir que c'est moins d'argent que ce que rapporte Amazon Prime Video en un trimestre. Donc je pense que ça va pas les ruiner. En revanche, qu'est-ce que ça va changer en fait pour le téléspectateur, pour l'abonné? Pas grand chose en vérité.
il est probable que le catalogue de MGM soit ingéré dans Amazon Prime Video, ça c'est plutôt logique et c'est pour ça qu'Amazon a fait ce rachat. Il est probable également que un certain nombre de licences clés de chez MGM fassent leur apparition également sur le catalogue d'Amazon, mais par des biais détournés. Un truc hyper intéressant qui a été dit, je crois que c'est c'est Mike Hopkins, donc qui est le vice-président chez Prime Video et chez Amazon Studios, donc un des grands pontes chez Amazon Prime Video, qui dit qu'en fait la véritable valeur financière derrière ce deal, derrière cet accord, c'est cette malle au trésor de propriété intellectuelle dans le catalogue de MGM qu'on planifie, qu'on a l'intention de réimaginer et de développer avec MGM. Donc là, on est vraiment on se rend compte du pourquoi, du comment. L'idée, c'est que Amazon met la main sur un certain nombre de licences, et vous savez que ces derniers temps, c'est hyper important pour les différentes plateformes de mettre la main, et même pas que les plateformes, les différents studios, de mettre la main sur des licences qui sont importantes et qui vont leur permettre de voir l'avenir. Et donc, je vous parle pas évidemment, mais je vous le dis pas très spécifiquement, mais il est évident que cet accord-là va voir germer énormément de spin-off, de reboot, de remake du catalogue de MGM. C'est exactement ce que dit Mike Hopkins ici, en subliminal. Si on lit entre les lignes, c'est même pas entre les lignes, c'est là. Donc voilà, quelles sont les licences qui sont concernées ? On ne sait pas, mais il se trouve que MGM possède énormément de licences. Donc, on pense à Creed, on pense à James Bond, évidemment, je vais y revenir. On pense à Thelma et Louise, pourquoi pas, à Stargate, évidemment. Ça, c'est évidemment un des trucs hyper importants, c'est que Stargate va enfin arriver dans une offre légale, probablement en France, puisque à l'heure actuelle, il fallait payer un supplément sur Amazon Prime Video pour pouvoir voir les séries Stargate. Donc voilà, je suis plutôt content, ça va arriver dans mon abonnement, j'aurai pas besoin de payer un supplément, voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tomb Raider, évidemment, ça c'est chez MGM aussi. On pense à Fargo, on pense à Handmaid's Tale, on pense à Viking, tout ça, c'est dans le catalogue de MGM et ça appartiendra à Amazon, et il est fort probable qu'ils trouvent aussi plein d'autres trucs qui vaillent le coup ou pas d'être reboot, d'être remaké, d'être spin-offé. Voilà, donc évidemment ça c'est dans la droite lignée de l'accord qu'avait signé Disney avec la Fox, où l'idée c'était évidemment d'ingérer le catalogue dans Disney+, chose faite avec Star, mais c'est aussi plus tard de pouvoir développer tout ce catalogue de propriété intellectuelle, on appelle ça des IP en anglais. Et l'idée, c'est potentiellement d'avoir des suites, potentiellement d'avoir des remakes, des reboots, tout ça. Le rachat de la Fox par Disney, par exemple, ça veut très concrètement dire que Les 4 Fantastiques est un projet viable. D'ailleurs, il a été annoncé en fin d'année 2020. Il est tout à fait possible également de voir arriver les X-Men dans le Marvel Cinematic Universe. Voilà, bon, on se doute bien que chez MGM et chez Amazon, ça commence déjà à se triturer l'esprit sur comment on va faire pour rentabiliser ce contrat. Et bon, au-delà de ça, bien évidemment, vous doutez bien que 4000 films, 17 000 séries directement dans Amazon Prime Video, c'est énorme, c'est un coût magnifique pour Amazon. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour les salles de cinéma ? Parce que vous doutez bien que si à terme toutes les productions MGM passent directement par Amazon Prime Video, ça risque d'être compliqué. Bon, il y a évidemment le point d'interrogation autour de James Bond, et le cas est particulier. Comme je vous le disais la semaine dernière, les producteurs chez Eon Productions ont la mainmise créative, mais aussi ils ont le dernier mot sur tout ce qui se fait sur James Bond. Tout. Donc ça veut dire qu'Amazon ne fera pas forcément exactement ce qu'ils veulent sur James Bond, notamment sur les sorties directement en streaming ou au cinéma. Et d'ailleurs, les producteurs de chez Eon ont au fait
de donner leur petit son de cloche à ce sujet en disant qu'ils continueraient à apporter les expériences James Bond au cinéma partout dans le monde. Ce qui veut dire évidemment que, ils n'ont pas spécialement l'intention de jouer forcément le jeu du streaming Day One. Voilà, ça c'est ce que disent Broccoli et Wilson, qui sont les producteurs chez Eon. Maintenant, la question c'est de savoir au bout de combien de temps après la diffusion en salle, les films James Bond arriveront sur Amazon Prime Video. Parce que vous doutez bien que ça c'est aussi un point de contention énorme. En ce moment, aux États-Unis, alors on parle pas de la chronologie des médias en France parce que c'est trop compliqué et que c'est un cas à part en vérité, mais aux États-Unis en ce moment, les studios sont tous en train de rogner sur leur fenêtre d'exclusivité pour les salles. À l'époque, on était plutôt sur 90 jours d'exclusivité en salle avant de passer sur du streaming et du DVD, etc. Là, on passe désormais à 45 jours. Donc il est possible que MGM et Amazon s'accordent sur ce genre de fenêtre d'exploitation en exclusivité. Bon, le cas de James Bond est encore très particulier, comme je vous le disais. En tout état de cause, il est probable que à terme, le catalogue d'Amazon Prime Video allant vraiment en s'agrandissant avec cet achat, il est probable que le prix de l'abonnement finisse par augmenter à un moment ou à un autre. On s'en doute bien, que ça soit parce que comme vous le savez, il y a deux offres chez Amazon. Pour avoir Amazon Prime Video, il y a deux offres différentes. Soit vous êtes abonné à Amazon Prime, donc là vous avez tous les avantages Amazon Prime, c'est-à-dire que vous avez votre livraison en un jour ouvré ou un truc comme ça, soit, et plus Amazon Prime Video, tout le catalogue, et tout ça c'est genre 60€ l'année ou 50€ l'année, je me souviens plus, soit vous êtes abonné au mois et juste pour Amazon Prime Video. Donc la question maintenant c'est, est-ce que le tarif d'Amazon Prime va augmenter ou est-ce que le tarif d'Amazon Prime Video va augmenter ? Ça, on peut pas du tout en avoir de certitude à l'heure actuelle. Toujours est-il qu'il faut peut-être s'y attendre à un moment donné. Voilà donc pour ça. Évidemment, ce rachat, il reste en attente du jury final, entre guillemets, c'est-à-dire l'autorité de la concurrence aux États-Unis, mais vous doutez bien que ça va passer, puisque aux États-Unis, tout ce genre de choses, ça passe, comme on l'avait vu dans le cas de Fox et Disney à l'époque. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais en général, les États-Unis, c'est faites ce que vous voulez. Bon. En mode faites ce que vous voulez. On va parler du sujet polémique de la semaine. C'est un sujet polémique parce qu'il s'agit de parler de la post-logie Star Wars, les épisodes 7, 8, 9 de la saga Star Wars, plutôt décriés. Il se trouve que lors d'une interview autour du 10e anniversaire de la sortie de Super 8, son film, J.J. Abrams a reçu une question de la part des journalistes de Collider qui leur ont demandé de revenir sur la création de la postlogie Star Wars. Parce que vous savez que c'est une gestation qui a été assez compliquée, une postlogie qui a été créée assez vite, dira-t-on, et on pourrait éventuellement dire en dépit du bon sens quand on voit le résultat. Bon. Je vais pas spécialement parler des films en eux-mêmes, mes critiques sont disponibles sur la chaîne YouTube. C'est des avis à chaud, donc voilà, à l'époque je les avais tous plus ou moins bien aimés, sauf le 9, mais il faut dire avec le recul que cette postlogie c'est pas ça. Pourquoi cette postlogie c'est pas ça ? C'est parce qu'elle a été créée de façon un peu étrange, c'est-à-dire que il devait y avoir un réalisateur par film et chacun de ces réalisateurs avait sa propre vision de ce qu'il devait faire. Bon, ça c'est un peu con déjà. Quand on fait une trilogie, on essaie de faire en sorte d'unifier le truc. Donc ça c'est le travail du producteur en réalité. Donc, Lucasfilm aurait dû dire, bon, vous vous mettez tous les trois dans une salle,
vous vous mettez tous d'accord sur ce qu'on raconte, et let's go. Bon, il se trouve que ce qui s'est passé, c'est que J.J. Abrams a fait son truc, Rian Johnson a fait son truc, Colin Trevorrow avait fait son truc, finalement a été viré, donc c'est J.J. Abrams qui est revenu pour faire l'épisode 9, dans des délais méga courts, avec un scénariste pas génial. Bon. Donc tout ça, déjà de base, ça marchait pas. La question qu'on a posée à J.J. Abrams chez Collider, c'est est-ce que vous pensez, avec le recul, que la trilogie aurait bénéficié d'avoir été planifiée de bout en bout, dès le départ, avant que vous mettiez en boîte les films? Alors sa réponse est hyper... elle tourne énormément autour du pot, il cite rien du tout, il cite personne, il cite même pas le mot Star Wars, il parle de projets, il parle de séries, il parle de choses et d'autres, et il dit tout un peu et son contraire, mais à la fin, il y a quelque chose qu'il dit, c'est que la chose la plus importante, c'est, et je l'ai appris à mes dépens, c'est que il faut avoir un plan. Bon, alors, il rejette la faute sur personne, mais on se rend bien compte, à l'évidence, puisque le Star Wars 9 est sorti il y a 2 ans, que la postlogie Star Wars, c'est un échec. C'est pas un échec commercial, c'est plutôt un échec critique, mais c'est aussi un échec créatif, en vérité. Puisque, n'ayant pas fait en sorte de se mettre d'accord, en fait, sur le fil directif... Oui, le fil directeur, plutôt. Le fil directeur de cette trilogie, la trilogie en devient bancale. Puisque d'un côté, on a quelqu'un qui met en place quelque chose d'extrêmement classique, voire qui remake un des précédents films. De l'autre, on en a un qui essaie de casser les codes. Et ensuite, il y a ce même personnage du premier film qui se dit « Non, mais en fait, il faut revenir à ce que je pensais faire, et on va faire comme ça. » Du coup, il y a une dissonance énorme qui se met en place dans la trilogie, et il le dit, c'est que en tant que scénariste, lui, il doit écrire quelque chose, et le final doit être inévitable par rapport à ce qu'il a écrit. Et c'est quelque chose qui manque finalement dans la trilogie de la postlogie Star Wars, et c'est un énorme gâchis, c'est ce que je pense. C'est un énorme gâchis cette postlogie Star Wars, parce qu'il y a un tel budget, et au final, c'est tout ça pour ça. Bon. Je me doute bien en parlant de ça que je vais avoir plein de commentaires, pas forcément hyper désagréables, mais tout le monde a un avis sur cette question-là. Et c'est normal. Essayez juste d'être un petit peu courtois. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. On va rester, c'est la dernière news de cette semaine, sur J.J. Abrams qui a donné une interview chez IGN et IGN, là, on a profité pour lui parler du film Star Wars, puisque ça fait 8 ans que Valve et J.J. Abrams, par l'intermédiaire de sa société de production qui s'appelle Bad Robot, sont en train de travailler sur une adaptation du jeu vidéo Portal, enfin des jeux vidéo Portal. Et ça fait 8 ans que ça patine. Et enfin, une petite nouvelle, J.J. Abrams nous dit que il semblerait que ça soit enfin sur les rails. Ah bah ça quand même, il s'agirait d'y aller au bout d'un moment. Bon, j'ai cru que c'était... ça finirait par jamais se faire, et visiblement, peut-être qu'un jour, on aura le film Portal sur grand écran. Est-ce que c'est souhaitable? J'en sais rien. Mais en tout cas, je suis très curieux de voir comment ils vont s'y prendre, parce que Portal, c'est une licence de jeux vidéo très à part, puisque c'est des jeux d'énigmes, où dans Portal 1, puis dans Portal 2, on doit... s'aider d'un pistolet qui va vous créer un portail, qui va vous créer des portails, et ces deux portails seront
sont liés l'un à l'autre, ce qui vous permet de vous déplacer hyper rapidement et créer parfois des failles spatiales qui sont assez dingos. Je ne sais pas comment tu peux exploiter ça au cinéma, mais je suis très curieux de voir comment ils vont s'y prendre. Sachant que dans Portal 2, en plus, il y a toute une dimension un peu coopérative, ainsi que le personnage de GLaDOS, qui est très intéressant. Le personnage, c'est une IA. Donc vraiment, je suis très curieux de voir s'ils vont réussir à mettre à jour un jour ce projet sur grand écran, et si oui, comment. Ça pour le coup, c'est un peu un point d'interrogation que j'ai, mais je suis très curieux de voir comment ils vont s'y prendre. En tout cas, ça c'est sûr. On va passer, si vous le voulez bien, à la watchlist de la semaine. La watchlist, vous le savez, c'est une manière pour moi de vous dire ce que j'ai repéré un petit peu, que ce soit dans les salles de cinéma ou en streaming, sur les prochains jours. Et aujourd'hui, je vous ai sélectionné quelques petits trucs. Alors, on va parler en premier d'un film en sortie cinéma qui s'appelle Nobody. Alors, Nobody, je veux dire personne, hein, comme vous vous en doutez bien, qui est campé par un certain Bob Odenkirk, alors que vous connaissez peut-être si vous êtes féru de Breaking Bad et de son spin-off Better Call Saul, un acteur qui a un potentiel comique assez énorme, qui aujourd'hui se met un peu dans ce que j'appellerais le film d'exploitation, d'action porté par un vieux. C'est un genre dont Liam Neeson est passé maître, et qui à intervalles réguliers nous propose de nouvelles sorties, toujours un petit peu dans ce genre-là. Et il se trouve que le film de mémoire est réalisé par... Ah, pas du tout. J'ai cru que c'était réalisé par David Leitch, mais c'est juste produit par David Leitch, qui est un des producteurs de la saga John Wick. Et on est un peu dans ce goût-là, c'est-à-dire que l'idée, c'est que ce personnage se fait passer pour un nobody, quelqu'un qui... Enfin, moins que rien. Où l'idée, c'est que il s'est rangé avec sa famille, et un jour, il y a des gens qui viennent cambrioler leur maison. Et cet homme ne fait rien, ne réagit pas, n'essaie pas de se défendre. Alors sa famille comprend pas, les flics comprennent pas, etc. Bon, se trouve derrière qu'il se retrouve embringué par un truchement étonnant dans un nouvel engrenage de violence, et là il va finir par répondre, et on se rend compte en fait que c'est pas du tout un nobody ce monsieur. Donc voilà, donc c'est un film d'action qui a pas l'air de beaucoup se prendre la tête, avec un acteur qui n'est pas spécialement extrêmement crédible dans ce genre-là, mais c'est peut-être ça justement qui rend le film intéressant. On va voir. Moi, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Ça s'appelle Nobody. Ça sort le 2 juin dans nos salles de cinéma. On passe à la suite avec un autre film qui sort dans nos salles de cinéma le 2 juin. C'est un biopic réalisé par Lee Daniels. Lee Daniels, c'est un des grands habitués de la réalisation de biopics. Il a notamment signé Le Majordome, qui avait été grandement salué aux Oscars. Alors Billie Holiday a reçu, je crois que c'est une ou deux nominations aux Oscars cette année, notamment pour Andrade, qui joue Billie Holiday. Alors c'est un biopic, un film biographique, qui revient sur la vie de Billie Holiday, mais surtout ça traque par les pouvoirs en place, parce que Billie Holiday, c'est une chanteuse noire engagée, qui chantait justement pour aider et porter les revendications des Noirs aux États-Unis à l'époque. C'était quelque chose qui était très 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 mal vu, vous doutez bien, par le gouvernement en place, qui a tout fait pour la faire taire, tout simplement. Donc c'est ça que suit le film, qui s'appelle Billie Holiday, une affaire d'État. Et ma foi, ça a l'air plutôt bien. Moi, j'ai bien envie de voir ça. Voilà, donc ça sort le 2 juin en salle de cinéma.
passer un petit peu rapidement sur les sorties streaming de la semaine. Le 1er juin, vous avez Bienvenue à Zombieland qui arrive sur Netflix. C'est une série slash zombie. Plutôt sympa. Moi j'avais bien aimé, j'en garde toujours un bon souvenir, qui est porté notamment par Woody Harrelson, Emma Stone, oui, et comment il s'appelle ? C'est écrit juste là, Jesse Eisenberg. J'arrivais pas à lire. Et c'est un film plutôt cool, qui reprend un petit peu tous les codes du zombie, avec un petit peu le côté un petit peu malin, le côté un petit peu référencé, le côté rigolo, notamment de la narration en voix off par Jesse Eisenberg. C'est plutôt rigolo, c'est pas incroyable, et le 1 est très clairement meilleur que le premier. Encore heureux d'ailleurs, mais c'est plutôt cool. Donc pour une petite soirée visionnage sympa, c'est à partir du 1er juin sur Netflix. Sur Amazon Prime Video, 2 salles, 2 ambiances. Un Sicario de Denis Villeneuve, un grand film de Denis Villeneuve. Sicario qui est porté par Emily Blunt, Benicio del Toro, Josh Brolin, j'avais oublié qu'il y avait Josh Brolin là-dedans, qui revient. C'est un film fictionnel, hein. C'est pas un biopic ou quoi que ce soit, ou c'est pas inspiré de faits réels. Enfin si, c'est inspiré de faits réels, mais ça ne porte pas à l'écran quelque chose de... Ça n'est pas une adaptation, voilà, c'est ça que je voulais dire. Qui revient notamment sur la guerre entre les services de l'ordre américains et les cartels de narcotrafiquants mexicains sur la zone frontalière entre les États-Unis et le Mexique. C'est un récit glaçant de ce qui se passe ou ce qui se passait dans cette zone-là, notamment autour des cartels, mais c'est aussi une plongée hyper angoissante dans les bottes en fait de l'agent campé par Emily Blunt, qui tombe là-dedans et qui va se rendre compte que elle vit dans un monde absolument horrible, quoi. Donc c'est un film qui est assez poignant, qui est très très dur. Donc n'y allez pas forcément en vous attendant à juste un film d'action un peu décérébré, c'est pas du tout le cas, et c'est pas du tout en général ce que fait Denis Villeneuve d'une manière générale. Dernière chose que je vous ai sélectionné cette semaine, c'est Viking qui revient à la fois sur Netflix et sur Amazon Prime Video le 5 juin pour la saison 6 partie A. Vous savez que la série Viking s'est terminée il y a quelques mois avec la saison 6 partie B. Et ben elle arrive, la partie A arrive sur Netflix et sur Amazon Prime Video le même jour, c'est le 5 juin. C'est souvent le cas d'ailleurs pour les parties de saison de Viking. On les voit en général aussi bien sur Netflix que sur Amazon Prime Video le même jour. Donc voilà. Moi j'ai arrêté de suivre cette série depuis la saison 4, mais je suis certain qu'il y en a certains qui apprécient toujours cette série et qui ont hâte de voir la suite si ce n'est pas encore fait. Donc voilà. Voilà ce que j'ai sélectionné dans la watchlist cette semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez vu dans la semaine passée ou ce que vous comptez voir dans la semaine à venir. Pour ma part, j'espère avoir le temps d'aller au cinéma dans les prochains jours. Puis j'essaie de vous faire une petite reco prochainement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Ça m'aide beaucoup et puis ça me met du baume au cœur. Ça me donne envie de continuer à en faire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, puisqu'évidemment ça aide la chaîne, vous vous en doutez bien. Et puis n'hésitez pas à partager ça autour de vous. Ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous peut-être la semaine prochaine. Peut-être dans 15 jours, on n'en sait rien, pour une nouvelle playlist, puis on se donne rendez-vous très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt tout le monde. Salut à tous!